Marche blanche à Marseille, le recueillement et l'émotion d'une foule d'anonymes. 2000 personnes rassemblées en silence après l'agression de 2 adolescents poignardés par un déséquilibré. Condamnation unanime des 2 incendies qui ont détruit des lieux de prière à Annecy. Jacques Chirac comme Jean-Pierre Raffarin demandent la plus grande sévérité. La communauté musulmane s'est rassemblée et exprime son indignation. En avance sur la journée internationale de la femme, plusieurs cortèges dans Paris. Le mouvement Ni pute ni soumise défend la laïcité. Pour d'autres associations, le combat doit être social. L'occasion de dénoncer les violences faites aux femmes, la chose la plus partagée au monde pour Amnesty International. Les 12 scientifiques russes réfugiés depuis 4 jours sur un petit morceau de banquise passeront une première nuit au chaud. Une opération de sauvetage délicate, mission accomplie. Et puis cinéma avec Une vie à t'attendre, Nathalie Baye et Patrick Bruel ensemble à l'écran dans cette histoire d'amour où la passion mène le jeu. Un film tendre, généreux, attachant, un premier film signé Thierry Cliffat. Nathalie Baye et Patrick Bruel sont les invités de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. À Marseille, une marche blanche a eu lieu cet après-midi, 2 jours après le geste dément d'un homme qui a poignardé mortellement un adolescent et blessé grièvement un autre dans le quartier nord de la cité phocéenne, côte à côte des adolescents, des mères de famille, des élus locaux, des commerçants qui avaient baissé leurs rideaux. L'hommage d'une foule compacte réunie autour d'une même émotion. Christophe Chassaigne, Michel Comin. L'émotion à son comble au moment de se recueillir sur la place d'Almas, à l'endroit où Sébastien s'est écroulé. Ta vie s'est arrêtée à l'aube de tes 17 ans, en pleine santé, pleine vie. Et toi, est-ce qu'un jour la vérité explosera et enfin tu pourras reposer en paix? 2000 personnes, une foule silencieuse et unie, dans laquelle pourtant personne ne partage tout à fait les mêmes sentiments. C'est la haine qu'autre chose. Je sais pas quoi vous dire, c'est horrible. Ouais. La colère, la tristesse, la peur, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut être n'importe qui aussi. La solidarité a largement débordé le quartier Saint-Gabriel. Des Marseillais sont venus de toute la ville pour soutenir les proches des victimes, dont la famille de Nabil, grièvement blessée. Je suis très touché et j'étais d'abord du premier jour que je suis venu, que j'ai eu ce drame. Tout le monde s'est manifesté, de grands ou petits. C'est très fort d'émotion, quoi. C'est pur, c'est sans haine, sans rien. Ce soir, la dignité et les fleurs semblent avoir pris le pas sur la colère et l'incompréhension. Et puis en Ardèche, ce sont 2 jeunes mineurs de 17 ans qui ont été mis en examen pour l'assassinat de Cédric, 15 ans, tué à coups de couteau. L'adolescent serait tombé dans un piège, un véritable scénario. La vengeance serait l'un des mobiles, tué pour avoir osé parler. Pauline Revenaz. La tête dissimulée sous des couvertures, les 2 adolescents de 17 ans quittent le palais de justice de Privas. Ils viennent d'être mis en examen pour l'assassinat de Cédric. Le jeune garçon a été tué lundi de 14 coups de couteau. Son corps a été retrouvé en contrebas d'un parc municipal au Teil, une petite commune de l'Ardèche. C'est un scénario totalement extraordinaire. Je ne vous cache pas que lorsque nous avons découvert les conditions dans lesquelles ils ont mis à exécution cette opération, nous sommes restés surpris, pour ne pas dire atterrés. Car selon les propres aveux de ces 2 agresseurs, Cédric a été victime d'un guet-apens. Lundi, il les avait dénoncés au commissariat pour le vol de la voiture de son père. Le soir même, l'un des 2 adolescents aujourd'hui mis en examen vient le chercher à son domicile prétextant une panne de scooter. Mais c'est l'autre jeune homme qui aurait porté les 14 coups mortels, des faits avoués avec détachement. Il expose de façon très calme et très détachée, donc un peu surréaliste, toute l'histoire, l'enchaînement, le mobile, le début et la fin de l'histoire. Si la cour d'assises ne retient pas l'excuse de minorité, les 2 adolescents encourent la réclusion à perpétuité. Ce soir, ils sont incarcérés dans les prisons de Lyon et de Saint-Étienne. En Haute-Savoie, après les incendies criminels qui ont touché 2 mosquées de la région, l'émotion de la communauté musulmane est reprise par le gouvernement. Jacques Chirac, comme Jean-Pierre Raffarin, exige la plus grande fermeté, une sévérité exemplaire. Ce matin, quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Annecy. Benoît Gadret, Philippe Évêque. Ils se sont rassemblés dans le silence et avec solennité. La plupart musulmans, mais pas seulement. Une communauté choquée au lendemain des incendies volontaires qui ont ravagé une salle de prière à Sénaux, ainsi qu'un local technique de la mosquée d'Annecy. C'est quand même un grand symbole qui touche, c'est une mosquée.
donc c'est un lieu de culte. Tout symbole est saint dans l'islam. Comme on n'accepterait pas qu'une église soit touchée ou une synagogue, on n'accepte pas également qu'une mosquée soit touchée. Dans mon bâtiment, il y a des familles musulmanes que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Ils font partie justement de cette Mecque là, donc je suis là pour eux aussi. Pour le recteur de la mosquée de Lyon, représentant des musulmans de la région, ces actes sont à rapprocher d'un climat qu'il qualifie d'islamophobe. Kamel Kaptan a regretté ce matin l'absence de personnalités politiques de premier plan. Je crois que cela aurait mérité aussi une attention plus particulière des pouvoirs publics au niveau national et nous aurions souhaité que le président de la République, que le ministre de l'Intérieur, que tous ceux qui ont en charge la sécurité et l'honneur de la France, qu'ils soient là aujourd'hui. Cet après-midi, le président de la République a, dans un communiqué, condamné avec la plus grande fermeté ces actes qualifiés d'odieux. De son côté, le Premier ministre a assuré que tout serait mis en œuvre pour retrouver les auteurs. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Si le caractère raciste de ces infractions est avéré, la peine encourue sera alors doublée, à savoir 20 ans de prison. Avant la journée internationale de la femme qui aura lieu lundi, plusieurs manifestations qui ont pris un tour d'avance. Celle du mouvement Ni pute ni soumise et d'associations féministes. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord comme symbole pour avoir refusé la soumission, cette stèle à la mémoire de Sohane, morte il y a 1 an et demi, brûlée vive dans une cave. C'est sur la tombe de Simone de Beauvoir, au cimetière Montparnasse, qu'a été érigée cette stèle à l'initiative de l'Union nationale des familles laïques. Dans la rue maintenant, plusieurs cortèges en prélude à cette journée des femmes, avec des bannières et des mots d'ordre différents. D'un côté, le mouvement Ni pute ni soumise, qui met au cœur de ses revendications la laïcité. Pour d'autres, les priorités sont sociales. Avec elles toutes sur le pavé, Stéphanie Davouagno et Marine Masson. Des milliers de personnes dans la rue pour une même cause, la défense des droits des femmes. Mais tous n'ont pas la même idée du combat à mener. Et cette fois-ci, le cortège est divisé. En tête, les organisations traditionnelles de gauche mettent l'accent sur la précarité de l'emploi des femmes et ce qu'elles appellent la régression sociale du gouvernement. Pour défendre les droits de la femme aujourd'hui, il faut combattre cette droite. Pour moi, les deux vont ensemble, vraiment, profondément. Cette critique, le mouvement Ni pute ni soumise tient à s'en démarquer. Sa présidente s'est entourée d'une ministre du gouvernement, Nicole Gage, et d'Arlette Laguillet. Ici, le seul mot d'ordre, c'est laïcité, et ils se chantent. Résultat, carton plein, beaucoup de jeunes filles parmi les manifestantes, une nouvelle génération de féministes qui rejoint les militantes de la première heure. C'est super qu'enfin les jeunes ils comprennent que malheureusement les droits sont vachement remis en cause en ce moment. Autre cortège, autre discours, une petite centaine de personnes manifestent contre la loi sur la laïcité. Leur point de vue sur le droit des femmes est bien différent. Nous on est des féministes et on se bat pour le droit à l'éducation et pour le droit de mettre ou ne pas mettre qu'on veut là. Autour de ces femmes, un service d'ordre très masculin, officiellement pour les protéger. Malgré les divergences entre les différents mouvements, la manifestation s'est terminée dans le calme. Lutter contre les violences, c'est le thème choisi par Amnesty International qui lance une campagne de sensibilisation. Une femme sur 3 dans le monde est victime de ces violences en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient. L'occasion de rappeler que même dans des pays comme la Tunisie où le statut de la femme a évolué, où la polygamie est interdite, le combat est encore loin d'être gagné, comme le montre ce témoignage de cette journaliste rencontrée par Karine Komadi et Didier Dao. En 2001, la journaliste tunisienne Siem Ben Sedrine a connu la prison pour diffusion de fausses informations. Aujourd'hui, cette militante des droits de l'homme et de la femme est reçue par la sénatrice française qui a contribué à sa libération. Pour elle, tout un symbole. Les valeurs de la République sont davantage respectées chez vous que chez nous. C'est aussi une forme de reconnaissance. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Dans un pays longtemps pionnier pour les droits des femmes, Siem lutte encore au quotidien pour que le régime tunisien reconnaisse sa liberté d'expression.
Madame Benguiga, vous savez, quand moi j'interviens dans la scène publique en tant qu'opposante, je suis traitée par Monsieur Ben Ali et ses sbires de prostituée. Et là, ils partagent quelque chose de commun avec les mentalités archaïques des islamistes extrémistes, et ils me jettent en pâture à ces gens-là en disant tout ce qui est dans l'espace public, c'est des femmes de mauvaises mœurs. Même si moi, ils ne me freinent pas, ils freinent les autres femmes parce qu'elles ont peur d'être traînées dans la boue. À son arrivée au pouvoir, le président Ben Ali promettait l'émancipation de la femme. La lutte contre l'islamisme et ses mesures sécuritaires ont balayé tous les espoirs. Il y a un grand écart en ce moment entre l'évolution économique, l'évolution sociale et intellectuelle du peuple tunisien et l'évolution politique. Et ce grand écart, il n'est pas tenable. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Slema. Siem Ben Sedrine quitte le Sénat avec le sentiment d'être entendu et soutenu. Changement de décor. Dans un appartement d'étudiants à Nanterre, Siem rend visite à 2 jeunes opposants au régime. Oui, vous êtes désormais des terroristes et moi avec vous, on est tous des terroristes. Syndicaliste étudiante, Imen a été arrêtée, violée et emprisonnée. Mais elle a arraché le droit d'étudier en prison. Je n'aurais pas pu réussir s'il n'y avait pas la solidarité de ces femmes prisonnières. Parce qu'il y a une qui s'occupe de faire mon lit, une parce que j'étudiais dans les toilettes. Bien sûr, on n'a pas le droit de chaise ni rien du tout. Donc, une qui nettoie les toilettes pour que j'ai pas beaucoup d'odeur, l'autre qui me fait mon lit, l'autre qui me réveille. Et donc, le jour où j'ai réussi, c'était leur réussite. Et je me rappelle d'une Halouma, elle disait à la matin, « Oh, on réussit, nous, hein, c'est vous les analphabètes, c'est nous, on regarde, nous, on réussit. » Je n'ai plus le droit de reculer dans mon combat maintenant. Siem, Imen, chacune trouvant l'autre sa force pour adresser leur message à la Tunisie. Pas de démocratie sans émancipation totale de la femme. La fin des vacances d'hiver avec du monde sur la route des retours. On a roulé pare-choc contre pare-choc en Rhône-Alpes. Une journée classée rouge dans cette région. En milieu d'après-midi, un pic de 132 km de bouchons avec de très gros ralentissements provoqués en partie par de mauvaises conditions météo et des accrochages sur les autoroutes. Sur le continent australien, une météo désastreuse avec des inondations et des vents très violents. Le passage d'un cyclone la semaine dernière dans le Pacifique Sud a laissé des traces. De nombreuses personnes ont été surprises par la crue soudaine des rivières. Olivier Sioux. Coincés sur le toit de leur 4x4, ils attendent les secours. Il faut faire vite, l'eau menace à tout moment d'emporter le véhicule. L'homme s'efface pour laisser les sauveteurs venir d'abord en aide à sa compagne. L'opération est périlleuse, mais réussie. Quand tout à coup, les choses se compliquent. Le 4x4 se renverse, l'homme tombe à l'eau, il disparaît dans les flots. Les sauveteurs hésitent. L'un d'entre eux se précipite finalement dans la rivière, devenue un torrent. Quelques longs instants d'angoisse avant que l'un et l'autre ne réapparaissent, sains et saufs. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Un garçon de 10 ans a trouvé la mort, emporté par les inondations qui frappent depuis plusieurs jours le nord de l'Australie. Des pluies torrentielles qui s'accompagnent souvent de vents violents. En Nouvelle-Galles du Sud, 90 000 personnes sont toujours privées d'électricité. Et puis des inondations en Turquie où la fonte des neiges a provoqué le débordement d'un barrage près de Mersin. Plusieurs villages ont été recouverts par les eaux et les habitants évacués comme ici à Adana. Dans l'Arctique, après le naufrage de leur station polaire, les 12 scientifiques bloqués sur la banquise par -30 ont enfin pu être secourus. Une opération particulièrement délicate compte tenu du temps. Seul l'élitreillage était possible. Ils passeront leur première nuit en Norvège avant d'être rapatriés en Russie. Sophie Rodier et Nicolas Châteauneuf. C'est le moment qu'ils attendaient depuis maintenant 4 jours. Les 12 scientifiques russes montent à bord de l'hélicoptère, venus les secourir malgré des conditions météo particulièrement difficiles. Frigorifiés, épuisés, ils retrouvent enfin le sourire et quelques forces. Mercredi, leur station de recherche a été presque entièrement engloutie à la suite d'une rupture de la banquise. Depuis, ils dérivaient sur un vaste morceau de glace qui s'était détaché. Un sauvetage spectaculaire. Il a fallu aux 2 hélicoptères parcourir les 700 km qui séparaient l'archipel du Spitzberg des scientifiques à la dérive. Ce soir, ils passent la nuit sur ces terres norvégiennes avant de retrouver leur famille, sans doute lundi prochain. Désormais, il n'y a plus personne sur la base SP-32, occupée sans interruption depuis 9 mois.
En Grèce, l'incendie qui a ravagé une partie du monastère du mont Athos a détruit des objets d'une très grande valeur. Ce haut lieu de l'orthodoxie, construit il y a 9 siècles, abritait plusieurs chapelles décorées de fresques. Les murs de l'édifice sont encore debout et les reliques les plus précieuses auraient été épargnées. Vincent Nguyen, Didier Dahan. Le feu grondait, la nuit était orange, et les habitants des lieux ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que regarder et prier. Isolé comme tous les monastères, Qilandar a brûlé longtemps avant que les moines ne voient arriver du secours. En l'absence de route d'accès, les pompiers ont dû venir par la mer. L'édifice date du XIIe siècle et les flammes sont particulièrement friandes des matériaux utilisés à l'époque. De Qilandar, elles n'ont fait qu'une bouchée, le dévorant aux 3/4. Elles ont épargné les hommes, il n'y a aucun blessé. Côté patrimoine, Qilandar est l'un des 20 monastères du mont Athos, la sainte montagne des orthodoxes. 4 chapelles ont été touchées, mais la communauté est rassurée. Heureusement, l'essentiel, ce qui est de plus important, à savoir le trésor, les archives, parce qu'il y a beaucoup de livres d'une très grande importance historique, des chartes, il y a toute la partie des icônes, des vieilles icônes comme celle-ci du XIIe siècle, etc. Cette partie est intacte, y compris le catholicon, ce qu'on dit en grec, c'est-à-dire l'église principale. Le monastère a déjà brûlé au XIXe siècle. Et aujourd'hui, comme hier, les moines orthodoxes veulent reconstruire pour ne pas interrompre une prière qui dure depuis plus de 800 ans. L'actualité sociale, plusieurs milliers de personnes ont manifesté cet après-midi dans toute la France à l'appel des associations de chômeurs pour protester contre les restrictions des droits des demandeurs d'emploi à Paris. Les 5000 manifestants s'étaient réunis devant le siège de l'UNEDIC avant de rejoindre le cortège organisé à l'occasion de la Journée de la Femme. Séverine Lebrun, Guillaume Viard. Moi je peux me défendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire parce que les exclus, il y en a qui sont en train de basculer en ce moment. Le ras-le-bol de Véronique Varolo, c'est aussi celui des milliers de chômeurs descendus dans la rue aujourd'hui. Réduction de l'indemnisation chômage de 30 à 23 mois, réforme du RMI, de l'ASS, c'en est trop. Véronique aimerait qu'on entende la détresse des exclus. Je suis très en colère après tout ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport à la politique gouvernementale, où les chômeurs n'existent pas. On s'en fout des chômeurs en fait. Aujourd'hui, Véronique, au chômage depuis 2 ans, vit avec l'allocation spécifique de solidarité. 14 € par jour, alors chaque centime compte. Pourtant, elle a tout fait pour s'en sortir, repasser un diplôme, multiplier les recherches d'emploi. Si aujourd'hui, elle a bon espoir de retravailler, elle a connu des dizaines de refus. C'est démoralisant parce qu'à 44 ans, on n'est quand même pas au bout du rouleau. On a encore quand même de nombreuses années devant nous de travail. Et moi, je ne demande qu'à travailler. Je ne demande que ça. Ils sont aujourd'hui plus de 2,5 millions au chômage et parmi eux, 200 000 ont perdu leurs droits aux ACDIC au début de l'année. C'est la conséquence de la réforme de l'indemnisation. Tout ce qu'ils attendent maintenant, c'est qu'on leur rende justice. Des milliers de chômeurs ont attaqué les ACDIC devant les tribunaux. La première décision sera rendue à Marseille le 15 avril. Ceci nous amène à cette action inédite des salariés d'une entreprise du Bas-Rhin, soupçonnant leur direction de déménager en secret plusieurs machines alors que les employés étaient en RTT. Un petit groupe s'y est opposé. Martin Gouès. Révolté et prêt à tout pour empêcher le convoi de quitter l'usine de tôlerie. Des camions chargés de 4 machines, direction supposée, l'Allemagne. Ils veulent pas nous écouter, ils s'empressent à délocaliser nos machines et on n'acceptera jamais ça. Nous on pense que ces machines n'iront pas en Allemagne, ils iront en Pologne. La Pologne où le groupe Vell aurait un projet de nouvelle usine. Pour la direction, c'est raté, l'opération devait être discrète. Les salariés étaient en RTT, mais un plan de 9 suppressions de postes a éveillé les soupçons. Pour la CGT, le patron vide l'usine petit à petit. Il laisse pourrir la situation, hein. Il veut pas négocier, il veut rien entendre. Hein. Il veut absolument passer en force. Hein. Ces licenciements par paquet de 7, 8, 9, des démissions déguisées, etc. Ce qui l'empêche de l'obliger à faire un plan social. C'est facile de faire comme ça. Si cette tentative a échoué, de Palace Parfum à Flot d'Or, depuis 14 mois, 3 autres usines ont ainsi été vidées.
Un mot de politique avec ce sondage. Une majorité de socialistes souhaitent le retour de Lionel Jospin. Ils sont 76% à l'espérer lorsqu'on interroge les sympathisants du PS. En revanche, plus de la moitié des Français de tous bords politiques ne souhaitent pas qu'il revienne en politique. Sondage CSA pour le Parisien. À 2 semaines des régionales, comme chaque soir, arrêtons-nous sur une région, la Franche-Comté, avec 10 listes en concurrence. Jean-Marie Le Pen y était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale, mais a augmenté de 12% en un an. La désindustrialisation est ainsi au cœur de la campagne. Hélène Hugues, Madi Diawara. Si fumer nuit à la santé, à Saint-Claude, capitale de la pipe, ça ne peut pas nuire à l'homme politique en campagne. C'est très bien. Je viens présenter le Saint-Claude. La pipe, l'horlogerie, l'automobile, en Franche-Comté, 90% des entreprises sont des PME. Aujourd'hui, beaucoup ferment leurs portes. Le chômage est en constante augmentation. Pour le candidat socialiste, la région doit aider les PME à sortir de leur splendide isolement. Créer des synergies, s'appuyer sur la recherche et le développement, faire jouer les structures universitaires, c'est au fond avoir de l'ambition pour la région de Franche-Comté, ce qui manque totalement aujourd'hui. Accusé de manquer d'ambition, Jean-François Imbert, le président UMP sortant, discret et réservé, à l'image de sa région. Il y a une panne de télé. Et s'il ne nie pas les difficultés économiques locales, il défend la politique qu'il mène depuis 6 ans. Nous avons su maintenir une activité industrielle dans les campagnes. Il y a des usines à la campagne et il y a dans ce secteur, on est en plein cœur du pays horloger, encore des centaines et des centaines de personnes qui travaillent dans le milieu de l'horlogerie. Qu'est-ce que vous faites de la vie? Je suis chômeuse. Contrairement aux apparences, il n'est pas candidat. Mais Jean-Pierre Chevènement mène une campagne active de soutien à la liste conduite par la communiste Evelyne Ternant. Je vous présente Evelyne Ternant, qui est la tête de liste. Nous avons fait une liste au régional. Et s'il se défend de vouloir régler ses comptes avec le Parti socialiste, le maire de Belfort se pose en défenseur de l'électorat populaire. À gauche, et que nous ayons une gauche solide, qui tienne la route. Je veux dire, franchement, je suis mortellement de l'autre côté, mais enfin bon. Oui, mais écoutez... Mais vous pouvez changer. Tu peux me donner des nouvelles de la sortie d'hier, tu sais, aux usines Peugeot? Cet électorat populaire, le Front National tente aussi de le récupérer, comptant aussi bien sur le mécontentement dans les cités que dans les campagnes. La plupart des gens qui sont dans les campagnes, justement, vont travailler en ville et sont soumis aux problèmes de la sécurité et aux problèmes du chômage. Cette année, en Franche-Comté, il est surtout question d'emploi dans une campagne régionale très discrète pour l'instant. Et chaque liste tente avant tout de convaincre les électeurs d'aller voter. En ce moment se tient le salon automobile de Genève. Cette année encore, les constructeurs rivalisent d'idées pour trouver des voitures de moins en moins polluantes. L'avenir est ainsi aux véhicules hybrides, associant moteur à essence et électrique. Luc Bazizin, Claude Barnier. Écoutez ces voitures. Seul le bruit des pneus sur la chaussée mouillée se fait entendre. Et pour cause, sous le capot, une double motorisation dont une électrique, donc silencieuse, l'autre thermique, alimentée par de l'essence. Il s'agit donc de voitures hybrides qui associent les deux énergies. À plus de 50 km/h, les deux moteurs se complètent. Mais le système est optimisé en ville, puisqu'à moins de 50 km/h, seul le moteur électrique fonctionne. Et donc là, il n'y a plus pollution du tout. Mais attention, l'autonomie du tout électrique ne fonctionne que pendant 2 km. Au-delà, le moteur thermique redémarre pour recharger les batteries. Une voiture propre qui offre à ce titre un avantage fiscal. Tout acquéreur bénéficie d'un crédit d'impôt de 1 524 €, une somme portée à 2 300 € s'il y a reprise d'un véhicule de plus de 12 ans pour destruction. L'autre économie se réalise, elle, à la pompe. Cette voiture consomme 4,5 en consommation mixte, ce qui est 20-30% de moins qu'un véhicule de catégorie équivalente. Ces grosses batteries se trouvent dissimulées dans le coffre arrière. Contrairement aux véhicules tout électriques, pas de branchement, la recharge se fait toute seule grâce entre autres à l'énergie récupérée à chaque décélération. Les Japonais sont précurseurs en matière de véhicules hybrides. Seules 2 marques en fabriquent. Honda, par exemple, commercialise sa Civic avec cette technologie. Toyota, de son côté, a l'intention de vendre 10 000 exemplaires de sa Prius chaque mois dans le monde. Circuler avec chacune d'entre elles évite en un an d'émettre 1 tonne de CO2, le dioxyde de carbone.
Du rugby, surprise dans le tournoi des 6 nations, l'Irlande a battu l'Angleterre à Twickenham 19-13. Les Anglais étaient invaincus depuis 22 matchs. Le 15 de la Rose perd ainsi la chance de remporter un second grand chelem consécutif. Dans l'autre match de la journée, l'Italie a battu l'Écosse 20-14. Et puis demain, le 15 de France se déplace au Pays de Galles où l'attend un match périlleux face à des Gallois en net progrès lors de la dernière Coupe du Monde de rugby. Ambiance à Cardiff, Christophe Duchiran, Jean-François Renaud. Cet après-midi à Cardiff, ça se voyait comme un ballon ovale au milieu de la figure que le tournoi des 6 nations faisait relâche. C'était un samedi ordinaire. Dans les rues, les passants passent, les protestants protestent et au pub, les buveurs boivent. On ne va pas vous mentir, la limonade, les eaux minérales, le diabolomante et le chocolat chaud, c'est pas la tasse de thé des clients du jour. Il y a là fatalement des supporters français qui, en attendant le match de demain, entonnent une Marseillaise de bistrot. Midi à l'aéroport, les sacs de sport font la danse du tapis. Les Bleus débarquent, non pas en terrain conquis, mais au Pays de Galles, adversaire redouté. C'est une équipe qui ose, qui joue beaucoup, qui déplace le jeu, qui entreprend beaucoup, et donc il faut être très très performant dans le secteur défensif. Et quand on a le ballon, ne pas les rendre, parce qu'ils les contre-attaquent beaucoup, ils remontent beaucoup les ballons, donc d'être capable de les tenir. Lors de la dernière Coupe du Monde, les Gallois en rouge s'étaient réveillés au bon souvenir de leurs supporters. Ils renouaient avec un rugby spectaculaire et inquiétaient l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Les Bleus sont prévenus et méfiants. Ça va être un match avec un gros défi physique, un gros engagement de leur part et il va falloir répondre présent, notamment sur la conquête et la défense parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. À 16h aujourd'hui au Millennium Stadium, les Bleus s'entraînent à ciel ouvert. Vu que la météo annonce dimanche un jour sans pluie, le toit amovible du stade ne viendra pas se fermer sur la tête des joueurs. Au-dessus de la tête des joueurs, il y aura une caméra en mouvement quel que soit l'endroit du terrain suspendue à des câbles. Certes, on n'arrête pas le progrès, mais pourvu que la caméra n'arrête pas le ballon sur un dégagement, sait-on jamais. En football, suite de la 27e journée du championnat de L1, Lille a battu Auxerre 1-0. Les Auxerrois restent donc provisoirement 5e au classement. Ils sont distancés dans la course au titre. Ils comptent en effet 12 points de retard sur le leader Monaco et 8 points sur Lyon 2e. Au relais de sa récente victoire en Coupe du Monde de saut d'obstacles, Eugénie Angot sera l'une des attractions du jumping international de Bercy ce soir. La cavalière, qui est la fille du compositeur Michel Legrand, est en effet devenue en peu de temps l'une des stars de la discipline. Aaron Tanzit, Samuel Humez, Sébastien Spitzer. Voici la jument qui vient de remporter la dernière épreuve de Coupe du Monde, avec sur le dos non pas un cavalier mais une cavalière. Eugénie Angot. Jamais depuis 12 ans, une Française s'était imposée à ce niveau. L'équitation a beau être un sport mixte, en compétition on voit beaucoup plus de garçons. Angot, c'est une bouffée d'oxygène. Je pense que c'est bien parce que il y a quand même entre 75 et 80% de femmes licenciées à la Fédération française d'équitation, donc c'est énorme. Donc je pense, qu'elles ont certainement besoin de s'identifier. Je pense que pour elles, c'est sympa qu'il y ait une fille au milieu de tous ces mâles. Au milieu des garçons, ce soir sur la piste de Paris-Bercy, Eugénie devra à nouveau faire ses preuves. En championne, elle visera donc un parcours sans faute, dans un temps record. C'est une lionne, quoi, donc elle n'a pas de complexe, elle va se battre contre les meilleurs, et ça c'est formidable. Et ça c'est pas une question de sexe, c'est une question de tempérament. En coulisses, la cavalière laisse la place à la maman, de quoi faire plaisir à la première de ses admiratrices, qui n'est autre que sa fille. Faut dire que je suis fière de ma maman, quoi, et puis je suis contente de l'avoir cavalière. À Bercy, c'est une histoire de famille. Son père est le compositeur Michel Legrand. Lui, dans la musique, elle à cheval, jour après jour, ils ont répété leur gamme à la recherche de la perfection. On progresse, mais on n'atteint jamais. C'est toujours en mouvement. C'est toujours devant, c'est toujours peut-être, c'est toujours, on espère, c'est toujours. Et ça, c'est-à-dire qu'on est en danger tout le temps. Avec beaucoup d'espoir, Eugénie Angot va tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde à Milan, avant peut-être de participer cet été aux Jeux Olympiques d'Athènes. De la mode avec une grande première chez Hermès qui confie pour la première fois son prêt-à-porter à Jean-Paul Gaultier. Retour sur cette association peu banale, Estelle Collin, Hervé Pozzo. 600 personnes venues voir ce que l'enfant terrible de la mode avait réservé comme traitement à la respectable maison. Je ne suis pas encore trop tremblant avant de voir sa collection et que j'ai confiance. Ce mariage
a connu de longues fiançailles. En 99, Hermès rentrait alors dans le capital de la société de Jean-Paul Gaultier. Mais pour le trublion de la mode, aujourd'hui, c'est presque une première. Et voilà l'enfant qui en sort. Le bébé Hermès. Une union pas si anachronique que cela. D'un côté, la folie de Jean-Paul Gaultier. De l'autre, l'excellence des ateliers Hermès qui se transmet de génération en génération depuis près d'un siècle et demi. Le futur est construit par le passé, un passé qu'on revivifie en secouant la tradition. C'est un passé qui lui donne des racines. Quant à Jean-Paul Gaultier, il avait retrouvé le trac de ses débuts. Il y a justement la peur, parce qu'en fin de compte, bon, c'est comme un travail qui est comme je souhaitais, comme je rêvais qu'il soit. Et puis maintenant, voilà, c'est l'heure de le montrer. Au final, si l'alliance d'un classique et d'un anticonformiste bouscule un peu les idées reçues, c'est pas mal non plus. Cinéma avec la sortie mercredi prochain d'Une vie à t'attendre, où l'on retrouve ensemble à l'écran, et ils sont les invités de ce journal, Nathalie Baye et Patrick Bruel, une histoire qui raconte la passion, l'amour jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, un film touchant, émouvant, signé Thierry Cliffat, un premier film où l'on retrouve le parfum d'un Claude Sautet. 12 ans après une histoire d'amour inachevée, ils se retrouvent par hasard. Marie Jojoin, Patrick Voix. C'est au mariage de sa meilleure amie qu'Alex va retrouver par hasard son premier grand amour. Jeanne, de retour à Paris après 12 ans d'absence. Félicitations. Quoi, Camille? Non, c'est pas moi, je suis juste un témoin. T'es rentrée depuis longtemps? Je suis là pour le mariage d'un ami. Une rencontre qui arrive alors qu'Alex a décidé de refaire sa vie. Voilà un homme pris entre deux femmes, déchiré par une passion qui le submerge. Je veux qu'on se marie. Je veux qu'on fasse un enfant. L'histoire est écrite et réalisée par un ancien journaliste de cinéma. Thierry Cliffat voulait absolument Nathalie Baye et Patrick Bruel pour interpréter ces personnages. Patrick, d'abord parce que lui, j'avais envie de montrer des choses de lui que je pouvais entrevoir dans la vie, mais que je voyais rarement au cinéma. C'est-à-dire certaines fragilités, une mélancolie, une face plus sombre. Jeanne, combien de temps tu m'as menti? Nathalie, parce que je pense que c'est la plus belle, la plus sexy, la plus glamour des comédiennes de sa génération. Nathalie, tu vas monter. Des acteurs en or qui lui ont bien rendu son amour du cinéma. Si chanter faisait peur à Nathalie Baye, c'est devenu l'une des plus belles scènes du film. L'appréciation que je peux apporter, c'est qu'elle chante extrêmement juste, extrêmement bien, et comme c'est une très grande actrice, elle interprète magnifiquement, donc elle fait résonner les mots, et elle leur donne un autre sens. La décision, je l'ai prise toute seule. J'ai décidé. Il est incroyablement émouvant dans ce film. Et puis drôle même, parce que il a quelque chose d'un peu comme ça, ce que je dis ballot, quoi. Et c'est dit avec tendresse. La tendresse qui émane de ce film, qui traite certes merveilleusement de la passion, mais aussi de l'amitié et de la famille. Un film comme on aime, car on y retrouve toujours un peu de soi. Nathalie Baye et Patrick Bruel, bonsoir. À l'évidence, une certaine jubilation de jouer ensemble. À l'époque, avant de tourner, vous vous croisiez sans tout à fait vous connaître. Est-ce qu'il y a des rencontres de cinéma comme on se rencontre dans la vie? Oui. Est-ce que vous avez découvert l'un sur l'autre? Non, mais à vrai dire, c'est les rôles aussi qui nous font. Enfin, je crois qu'on a eu énormément de plaisir à jouer ces rôles et être dans ce film. Et du coup, la rencontre se fait d'une manière très chaleureuse et évidente. Vous voyez, c'est pas uniquement, on se rencontre pas uniquement comme ça tout seul. Il y a quelque chose de. Non, d'abord, on est le fruit du rêve d'un metteur en scène. Et c'est vrai qu'au-delà du fait de nous réunir comme ça, il y a une espèce de grâce qui a parcouru, plus qu'une affiche, qui a parcouru ce tournage. Ah oui, il y a plus que ça. Il y avait le désir de Thierry Cliffat depuis longtemps d'écrire en effet un rôle pour moi. Il me fait confiance, il fait son premier film. Il ne voyait que vous, et il ne voyait que Nathalie dans le rôle. Il ne voyait que Nathalie, et il ne voyait que Géraldine, et il ne voyait que Michael Cohen. Et c'est vrai que vous avez refusé d'abord le scénario. Alors au fond, pourquoi vous avez changé d'avis en quelques mots? Et qu'est-ce que vous retrouvez dans ce personnage de Jeanne qui vous touche, ou peut-être qui vous ressemble? J'avais refusé au début parce que j'avais beaucoup tourné, que j'avais envie de me poser un peu, et que je trouvais que c'était un peu trop sentimental. Et en réalité, Thierry a retravaillé avec Christopher Thompson sur le scénario. Il a fait quelque chose de plus
d'un petit peu plus rêche. Alors qui elle est, oui, et voilà, et cette femme, elle est... Et puis j'ai eu envie de le faire parce que c'était le rôle d'une femme amoureuse et dont on était amoureux. Ça faisait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Au cinéma, je précise. et donc j'ai eu vraiment du plaisir à jouer ce rôle-là. Voilà. Une vie à t'attendre. Ma première histoire d'amour au cinéma, moi aussi. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse. On vous découvre un peu autrement, avec des fragilités, avec de la rondeur, avec de la maladresse. C'est un personnage qui affiche une certaine force au début, beaucoup de certitude, et puis il s'installe dans son histoire. Il est sur le point d'épouser Claire, Géraldine Pellas, et puis il a sa petite vie avec son frère, avec sa meilleure amie, avec son restaurant. Et puis le retour de Jeanne, Nathalie Baye, qui revient 12 ans après, mettre un coup de pied dans ce jeu de quilles. Vous pensez qu'il faut aimer, il faut prendre le risque de se perdre Mais il y a intérêt. Oui, absolument. Non, je pense, il faut. C'est un risque. Ce qui est un risque, c'est de ne pas aimer. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux, il faut essayer de se lancer dans l'aventure, non? Je ne sais pas. Non, je crois que le pire, c'est pas qu'une histoire ne marche pas. Je crois que le pire, c'est de ne pas la vivre, en effet. Et donc, c'est vrai que cette histoire n'a pas été vécue 12 ans avant. Et quand Jeanne revient, il a envie d'aller au bout, parce qu'il sait que s'il va au bout de cette histoire, il pourra peut-être envisager autre chose. On a l'impression que, éternel sujet, l'amour, que tout avait été dit, que tout a été tourné, puis en fait non. Qu'est-ce que vous trouvez attachant dans ce film? Je disais, je crois que le metteur en scène il trouve un certain plaisir, qui a, c'est vrai, un parfum des films de Sautet, de ce quotidien, d'un film authentique. C'est un film d'amis, c'est un film d'amour, c'est un film de copains, c'est un famille, film raconte parce qu'il y a aussi entre la mère et Danielle Darieux, qui est merveilleuse, merveilleuse, qui joue le rôle de ma mère. Il y a Anouk Grimbert qui est formidable. Et puis Nathalie, quand même, on va y revenir, vous chantez, et en plus vous chantez devant Patrick Bruel. Oui, mais ça, j'ai oublié que c'était Patrick Bruel, le chanteur. C'était Patrick Bruel, l'acteur, en face de moi. Il était vraiment dans son personnage et j'ai pas... Alors, il était tellement une scène qui est craquante. Vous avez eu du mal, c'est difficile d'y aller? Ah oui, moi j'ai eu beaucoup de mal. Je chantais même pas dans ma salle de bain, donc chanter comme ça sur une scène devant tout le monde... En Italie, oui. Pour une amourette qui passait par là. Mais qui est une très belle chanson. C'est une chanson splendide. C'est magnifique parce que David Moreau a donné à cette chanson. C'est une chanson que vous auriez pu enregistrer, vous, dans l'album Entre deux. C'est pour ça que je dis David, qui avait avec moi tous les arrangements, qui a travaillé sur l'album Entre deux, a changé le sens de la chanson par l'arrangement. Et c'est vrai que Nathalie l'interprète tellement bien que la chanson devient extrêmement émouvante. Non, c'est vrai. Vous verrez, c'est une scène de cinéma, vraiment. Alors, deux mots personnels, l'un et l'autre. Vous, Patrick Bruel, on a l'impression que vous avez trouvé une certaine harmonie ou peut-être d'apaisement, je me trompe? Oui. D'accomplissement, c'est beau? Oui, bien sûr, les années se suivent et les choses magnifiques continuent à m'arriver, donc je suis très heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce rôle arrive peut-être au très 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 bon moment. C'est peut-être la première fois qu'un rôle ressemble un peu à mes chansons, ressemble un peu à ce que je disais. Je me mets beaucoup à nu dans mes chansons, c'était très autobiographique. Et là, c'est vrai que ce rôle vient chercher des choses très personnelles. Puis il y a tout, il y a un peu tout ce que je suis, il y a beaucoup de palettes, il y a des éclats de rire, des éclats de voix, il y a de la mauvaise foi, de la sympathie, de la gentillesse, il y a tout un peu. Thierry m'a bien perçu en tout cas. Une question, Nathalie, une dernière question, ça va vite. On a l'impression, vous, que quels que soient les doutes, les angoisses, ce métier vous réussit, vous va si bien, vous passez de l'ombre à une infinie lumière, et puis on a l'impression que vous prenez des choses comme elles viennent. Ben oui, je crois qu'il faut, oui, je prends en tous les cas, j'essaye de me lancer dans les films que j'aurais envie d'aller voir au cinéma. C'était tellement bon d'être entouré par toutes ces actrices. Tellement bien. Ce sera le mot de la fin, Patrick Bruel, qu'on retrouve demain chez Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Avec Lilian Thuram. Merci à vous deux, c'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo de Nathalie Riouet. 20h50, le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Demain dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra la chanteuse Io. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente soirée sur France 2. On se quitte sur ces images de la coulée de lave du volcan d'Hawaï. Une coulée longue de 3 km. Ce volcan est l'un des plus actifs du monde. Votre soirée.